Après le journal, nous retrouvons nos chers invités pour la suite de Regards croisés. Le journaliste Eric Johnson est là, directeur de publication de l'Union. Et le coach, il est coach et consultant en politique et en entrepreneuriat. Il s'appelle Kwamivi Akleso Eso. Il est là également. On va aller en République démocratique du Congo. Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi, lors d'un tête-à-tête avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, a accusé le Rwanda de soutenir les rebelles du M23 aux prises avec les forces armées congolaises dans l'est de la République démocratique du Congo. Eric Johnson, on avait parlé de la médiation, si on peut le dire, de l'Afrique de l'Est dirigée par le président angolais Joao Lourenço. Est-ce que finalement il y a cette force au niveau de l'Afrique centrale qui veut faire face à la rébellion du M23? C'est quoi la rébellion du M23? Ce sont des Congolais qui sont d'une ethnie des Tutsis et qui depuis des années sont en train de découdre avec le régime central de la RDC. En réalité, ils sont en train de faire une revendication. Ils veulent participer à la vie sociopolitique, économique de leur pays, mais parce qu'au départ, ils se disaient être marginalisés par le pouvoir central. Et donc, je pense que finalement, c'est une revendication qui s'est transformée en mutinerie, en rébellion, en conflit, finalement. Or, quand vous parlez de Tutsi, vous touchez tout de suite le Rwanda. Ouais. Parce que on a connu le génocide rwandais où les Hutus avaient tué plein de Tutsis. Aujourd'hui, les Tutsis étant au pouvoir, l'on voit automatiquement les mains du Rwanda dans la rébellion du M23. Et donc, ce qui se passe, c'est que à chaque fois que le pouvoir de la RDC veut attaquer cette rébellion, ils arrivent sur le terrain, mais ces gars-là se dispersent et on a comme l'impression qu'ils sont rentrés carrément au Rwanda et qu'ils sont protégés par Kigali. Kigali dément formellement cette approche. Kigali dit ne pas reconnaître quand même cette rébellion, ne pas cautionner cette rébellion tout simplement parce qu'il n'est pas de bon ton qu'une rébellion attaque un pays ou un pouvoir central. Et donc, aujourd'hui, ce que dit la RDC, c'est qu'il faut former une coalition désormais. Ça veut dire que tous les pays frontaliers de la RDC au nord doivent participer à cette coalition pour traquer le M23. Là, le Rwanda, l'Ouganda, etc. vont participer à cette coalition-là. Donc le Rwanda est dedans. Il est obligé de participer. S'il dit non, cela veut dire... Ça veut dire qu'il est caution de cette rébellion. Mais aujourd'hui, cette rébellion-là, le M23, refait surface parce que tu parlais de la médiation de Lourenço qui n'a pas marché parce que cette rébellion estime que tout ce qu'elle avait demandé, que le pouvoir central de Kinshasa ne l'a pas respecté. Et donc, elle refait surface, cette rébellion refait surface pour monter au créneau et réclamer encore d'autres
des choses. C'est d'ailleurs l'argument avancé par le ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui accuse, il faut le souligner, coach Kwame Vie-Esso Clesso, Kinshasa d'avoir mal réglé le problème du M23. Et c'est une faction qui revient aujourd'hui. Avant de parler de cette force à venir, votre regard sur ce qui se passe entre Kinshasa et Kigali? D'abord, Rwanda, Kigali joue à l'Autriche. Kigali sait ce qui se passe. Alors que c'est un petit pays. Vous voyez, d'abord, Eric a essayé d'expliquer le M23. Je pense que c'est le 23 mars 2009 que des gens sont reballés parce que manque d'infrastructures chez eux, manque de beaucoup de choses, manque tout ça là. C'est ce qu'ils réclamaient. Maintenant, on les a acceptés dans l'armée en 2010 et en 2011. Ils ont vu que tout ce qu'ils ont demandé, ça n'a pas été respecté. Ils ont repris. Maintenant, le Kinshasa aussi se trompe de dossier parce que on ne demande pas à un autre État de venir mater la rébellion qui est chez toi. On va accuser cet État de génocide parce qu'il est venu tuer dans un autre pays. C'est les mécontents d'un État qui se forme qui se mettent en poursuite de rébellion pour réclamer cette... Ce ne sont pas des terroristes. Donc c'est pourquoi je dis qu'on se trompe beaucoup de dossiers. Donc même si ils ont un peuple de part et d'autre des deux pays, une fois qu'ils ont la nationalité congolaise, ils sont congolais, c'est comme si les Togolais, les Évés, les Angolais qui sont à plat aussi, qu'on le veut ou non, étant donné qu'ils ont la nationalité ghanéenne de l'autre côté, sont des Ghanéens. Donc eux, quand ils ont des problèmes de démêler avec le Ghana, le Togo ne peut pas aller les bastonner, aller les tuer. Non, on va accuser un jour le Togo d'avoir commis des génocides ou des homicides. Donc, je pense que c'est à Kinshasa de régler le problème d'une manière professionnelle et pacifique. C'est pourquoi qu'il a lui reproché que c'est eux qui ont mal réglé le problème. Maintenant, le souci c'est que le Rwanda aussi profite de ça. Ouais, le Rwanda s'est enrichi par rapport à la guerre que la rébellion a créée. Il y a ce côté aussi. Le Rwanda pille l'or, le diamant de RDC. Tout ce qui s'est passé, le Rwanda n'est pas un pays qui exploite de l'or, de diamant, mais le Rwanda vend énormément ce genre de et on voit le niveau de développement de ce pays. Donc, quand RDC sera stable, ça va plus profiter au Rwanda. C'est pourquoi il protège d'une manière voilée la rébellion. Parce qu'une fois qu'ils rentrent comme ça, ce sont des pierres précieuses et consoles, ils vont vendre. Donc, ils reviennent. Donc, cette instabilité profite en fin de compte à Kigali. C'est pourquoi RDC demande à ce qu'il y ait cette force. Sauf que je doute fortement qu'il y ait lieu vraiment cette force. Le problème, c'est qu'on doit interdire au Rwanda de cautionner ça et imposer une feuille de sortie à RDC. C'est comme ça peut se faire pour ça. Sinon, on ne peut pas former une force contre la rébellion, parce que la rébellion, c'est les gens qui ne sont pas contents de la manière de diriger du pays. Donc, on les mate pour ça, ça n'a pas un sens. Et aussi, en Afrique, c'est que des fois, la rébellion se met en poursuite de terroristes des fois et de djihad des fois, ce qui se passe au nom du ça, parce que les attaques qu'on a fait au Togo, le Togo n'a rien à voir avec les gens là, mais quand vous êtes mécontent par rapport à votre pays, allez le faire, il vient sur notre territoire. Donc vous voyez que la rébellion a finalement porté la casquette de djihadistes et terroristes jusqu'à ce qu'ils nous attaquent ici. Donc c'est cela, je trouve. Si c'est que cette rébellion arrive à attaquer un pays à part RDC, là, on peut les qualifier de terrorisme. Ici, ce n'est que de la rébellion. Donc, il sera difficile qu'on ait vraiment une force concrète et sérieuse pour faire ce travail. J'ai toujours soutenu qu'il fallait construire des ponts au lieu de construire des murs. Le fait de vouloir la paix, la fraternité et la solidarité n'est pas un signe de faiblesse. Ce sont les déclarations du président congolais de Kinshasa, Félix Antoine Tshisekedi, lors de son déplacement à Brazzaville au Congo. Alors, c'est cette force, indubitablement, qu'il est parti peut-être négocier avec son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Oui, mais de toutes les façons, vous savez, le mode de fonctionnement de cette rébellion, je voudrais juste répondre à mon frère, c'est ça qui fait qu'on tasse
cette rébellion de terrorisme. Parce que vous voulez quelque chose avec un pouvoir, mais vous n'attaquez pas les symboles de l'État, mais vous attaquez la population. Ça, c'est quand même pas des revendications légitimes, parce que vous tuez vos propres compatriotes. Est-ce que c'est eux qui détiennent le pouvoir? Est-ce que c'est eux qui vont prendre les décisions pour que finalement vous soyez enrôlés dans l'armée de la RDC? Non. Et donc c'est cette stratégie, ce fonctionnement-là qui fait qu'on les traite de terroristes. Et donc le pouvoir central de Kinshasa est en droit de demander l'appui des autres pays pour les traquer, finalement, parce qu'ils ne sont plus une force ethnique pour réclamer quoi que ce soit directement du pouvoir de Kinshasa. Maintenant, vous savez que la RDC ne fait pas face uniquement à cette rébellion dans le pays. Il y a aussi d'autres forces nuisibles à cause de l'immensité de ce territoire et des richesses du sous-sol. Il y a des rébellions partout. Il y a des groupes nuisibles partout qui ne donnent pas la paix dans ce pays. Et donc, je crois que comme le pouvoir, l'armée de la RDC n'arrive pas à venir à bout de toutes ces forces nuisibles-là, je pense que le pouvoir congolais va chercher d'autres forces pour pouvoir l'aider à faire face à ces forces. Comme elle l'a toujours fait, on a vu la RDC collaborer avec l'Ouganda de Yoweri Museveni pour traquer les ADF. On va sans doute voir la RDC avec le Kenyan Umaru Kenyatta. On l'a vu tout à l'heure sur les images. Son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, on a déjà parlé de lui. L'Angola serait peut-être aussi partant, l'Angola de Joao Lorenzo, pour participer à cette force. Vous avez dit ça va être on ne peut plus difficile, mais c'est faisable. C'est faisable. Moi, ma crainte, c'est que chef d'État ne fasse de cette force un levier pour mater l'opposition. Vous voyez, le président de Congo-Brazza, il a des problèmes avec l'opposition. Il suffit qu'il taxe l'opposition de rébellion, la force là va aller les mater. Donc, à défaut de créer G5 Sahel ici, ils vont créer une force plutôt qui va travailler pour mater bien l'opposition. C'est ça le danger. Donc pour vous, cette force ne sera pas destinée qu'à la République démocratique du Congo. Elle va travailler... Quand il demande une force régionale, sous-régionale, là, ce n'est pas pour le laisser seul. C'est pour travailler partout où il y aura problème. Or, tel que nous connaissons nos gouvernants, ils vont instrumentaliser cette force-là. C'est ce que moi je crains. Et je déplore énormément le monde de travail de, comment on les appelle, M23. Mais quand nous retournons en Amérique latine, je pense que les guérillas et consorts là ont fait la même chose. Mais finalement, quand on a voulu avoir de paix, on a la peur, surtout en Colombie. Et ça a donné quelque chose de plausible. Donc, si on peut faire ça, c'est bon. Parce que je sais très bien que c'est comme s'ils sont au-delà de 2500 membres. Donc, c'est presque une armée. Ouais, c'est presque une armée. Donc, et ils ont peut-être les moyens aussi conséquents, quoi ils le font. Mais si on pouvait le ramener à la table de discussion pour que les choses se calment, c'est bon. Parce que la force dont on fait cas ici, si cette force naît, bizarrement, je ne donne pas l'éloge au président de l'Afrique de l'Ouest, mais les présidents d'Afrique de l'Est sont un peu, ils vont à l'extrême sur ce qu'ils font, quoi. Et donc, ils ne laissent pas une petite marge à la démocratie. Donc, je veux dire que nonobstant les critiques, les présidents de la CEDEAO
moins, vous voyez, les présidents de la CEDEAO se mettent au pouvoir par les ruses. C'est-à-dire que vous allez voir, c'est le Parlement qui donne feu vert. Donc ils font tout pour que ça soit, mais ils ne passent pas par force. Alors que là-bas, c'est par force qu'ils veulent passer, coûte que coûte. Et n'oublions pas aussi que Kabila a une petite armée aussi. Est-ce que ce ne serait pas il s'agit d'une force pour contrecarrer Kabila aussi? Donc il faut voir, parce que Kabila et Katumbi sont entendus dernièrement. Donc je me dis que outre les intentions politiques, qu'est-ce qu'il veut? Et la force là-bas joue quel rôle? Parce que, comme je le dis, au moins, je serais tenté d'être d'accord 100% avec Eric si seulement la même force crée les mêmes problèmes dans les pays d'alentour. Mais ce n'est qu'en RDC qui crée leurs problèmes. Donc il y a quelque chose là-bas. Mais de toutes les façons, quand ils finissent d'attaquer et que il n'y aura plus de ressources là-bas. Et qu'ils sont traqués, ils replient vers les autres pays. Oui. Oh, souvent, c'est le Rwanda qui les sauve, qui leur donne les bras, qui leur donne les bras ouverts. Le mal, c'est qu'ils ne le créent pas comme ils le créent en RDC. Donc, il y a des diplomates de renom dans ce pays. Si on peut régler ça, mieux c'est mieux. Mais la force là, ça va générer des moyens financiers et tout ce que ça va encore générer. Et on va encore tendre la main aux Occidentaux de nous fournir de l'aide. N'oublions pas que les RDC, même pour organiser des élections, la RDC dit qu'elle n'a pas d'argent. Et c'est aux Belges et aux Européens qu'on demande de l'argent. Et quand la force là va naître, étant donné que G5 Sahel n'a pas eu les financements qu'il faut, vous allez voir qu'on va encore demander, et on va dire que les Blancs sont venus encore piller nos ressources, alors que c'est vous-même qui avez demandé à ce qu'ils viennent. Ça vous insistez sur cela. Oui, c'est que je préfère que la population comprenne maintenant que les gens ne viennent pas pour manipuler, que les Blancs veulent pas. On voit maintenant cette force-là, RDC et tout ce qu'ils sont capables de financer cette force. Non, parce que si RDC n'arrive pas à organiser sa propre élection, ce n'est pas cette force-là qui peut venir. Donc il faudrait qu'on fasse bien attention pour que des individus mal intentionnés ne prennent pas la population chaque fois pour faire de l'argent. C'est tout ce qu'on veut, éveil de conscience. La petite pause, elle s'impose et on revient pour la suite. Eric Johnson voulait ajouter quelque chose, mais on vous retrouve plus tard.